Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le récap de WrestleMania nuit 1. Et franchement, quelle première nuit de WrestleMania 1. En vrai de vrai, c'était très très bien. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, entre guillemets. Mais en vrai, le mauvais, tranquille, il est justifié un peu quand même. Donc ça va en soi. On va directement commencer avec le début. Le début, le kick-off, évidemment. Kick-off, j'ai rien souligné, à part que vraiment... enfin, déjà, j'ai regardé un peu à moitié. Et la seule chose que j'ai remarqué, c'est juste qu'ils étaient à l'extérieur. D'habitude, ils sont dans la salle. Là, maintenant, ils étaient devant le stade. Je me suis dit, oh, en vrai, c'est pas con. C'est vraiment pas mal. Il y avait une bonne ambiance, hein. Vraiment une très, 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 très bonne ambiance. Il y a eu des interventions d'un mec, je sais vraiment pas comment il s'appelle, mais c'était incroyable parce que du coup, personne ne savait vraiment qui il était. Je crois que c'était un TikToker ou je sais pas quoi. Et vraiment, tout le public était en train de chanter Who are you? Who are you? Et c'était incroyable. Franchement, j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, putain, le public en vrai, il est chaud. Ça va vraiment être un très très bon WrestleMania grâce à ce public en fait. Parce que quand le public est dedans, le public peut faire le match. Et on le verra beaucoup plus tard dans la soirée. Il y a des trucs, etc. La référence à chaque fois au Watt du fameux chant de Stone Cold Steve Austin. Ça va chanter Watt vraiment très très souvent, genre tout le temps, presque. Il y a eu aussi une petite intervention de Jake Paul, le frère de Logan Paul, qui est arrivé, qui, lui pareil, aime bien se faire détester, etc. Et qui a très très bien joué avec le public, vraiment. Genre, je me suis dit, ok, ouais, ça chauffe, en vrai, c'est bien. Genre, il chauffe le public et tout, comme ça, le public est chaud déjà pour commencer le show. Franchement, j'ai bien aimé. Je me suis dit, ok, là, ça veut dire, en vrai, on est bien, tu vois. Il n'y a pas un moment donné où les fans vont être autre part. Là, les fans, ils sont là, et putain, ça a de la voix, tu vois. Ça va pas être un show en Arabie Saoudite au début. Tu vois, non, ça sentait très très bon déjà dans le kick-off. Kick-off, il n'y a rien eu, hein, évidemment. On monte les clips, on parle, nanani, nanana. J'écoute pas. Ah, franchement, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils sont en train de dire. M'en bats les couilles. Ensuite, on passe du coup au fameux show. Le show commence du coup avec Brantley Gilbert, je sais pas comment on le dit en anglais. C'est pas grave, on s'en fout. Techniquement, je pense pas qu'il regardera cette vidéo, donc voilà. Il fait un petit show d'entrée où il chante America the Beautiful. J'ai pris des notes pendant le show. Mes notes sont bancales, donc je vais essayer de faire avec mon mental, de ce que je me rappelle de ce qui s'est passé. De toute façon, ça s'est passé il y a même pas quelques heures, donc je suis censé m'en rappeler quand même. Mais ouais, je vais essayer de faire. Voilà. J'ai pris des notes juste pour me rappeler de certaines choses. Bref, après son petit concert, enfin son petit show, je sais pas, c'était guitare accompagnée, enfin je sais pas en fait. Genre ils disent Brantley, mais Brantley c'est un mec ou c'est un groupe? C'est pourquoi il y avait deux guitaristes? Enfin, il y avait... Je sais même pas si c'était deux guitaristes, je sais plus, bref. Ensuite, du coup, on a eu une petite danse de cheerleaders de Dallas. Je sais pas si d'où elle venait, frère, mais j'en ai rien à foutre, sérieusement, je m'en fous. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait un petit show. Bon, c'est cool, allez, c'est bien. Voilà, un petit show, c'est du spectacle. Hop, on fait participer les gens qui viennent de Dallas. Voilà, c'est bien. C'est- On est content. Ensuite, du coup, on passe à l'entrée de Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Puis, on a l'entrée des Usos et on est parti pour le match, évidemment, du SmackDown Tag Team. Et, ouh, putain, c'est chaud. Déjà, premier truc que j'ai remarqué. Alors, ma première note de ce match, c'est le coin des barricades sont en écran LED. Ça, non, j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, putain, en vrai, genre, sur les barricades, quand t'as des coins en LED comme ça peut vraiment être bien parce que ça rendait incroyablement bien, en fait, pour les entrées. Genre, quand ils étaient dans le ring, il y avait juste les coins et on voyait pas vraiment, en fait, les barrières puisqu'il y avait le ring qui cachait. Donc, en vrai, ça rendait, genre, super bien. Vraiment, j'ai adoré. Je me suis dit, putain, il faut vraiment que ils adaptent ça à tous les jours. Parce que de toute façon, il y a encore les autres barrières. Donc, s'ils veulent faire des spots barricades, les spires dans les barricades, etc., on connaît. Il y a les barricades de ce côté-ci. De l'autre côté, il y a les écrans, parce qu'il y a la caméra qui est de ce côté-ci. De l'autre côté, on peut toujours faire ces spots-là, donc il n'y a pas de souci. Mais en vrai, voilà, j'ai mis entre parenthèses, ça va mal finir. Bon, spoiler, il s'est rien passé vraiment dans cette nuit-ci, mais nuit 2 je sens mal. Je sens vraiment très très mal. Je sens que quelqu'un va passer à travers un de ces écrans. Et sinon, pourquoi c'est là? Pourquoi on a décidé de mettre ça? Ou alors peut-être pas, peut-être qu'ils vont se dire non, ça coûte cher. Enfin, quoique. Ah, on en parlera plus tard, mais je crois niveau budget, ils en ont plus rien à foutre, hein. Bref, j'ai mis aussi incroyable la tenue des Usos. Ils arrivent en survêt avec écrit Bloodline, avec écrit Wandy, je crois, un truc dans le genre. Enfin,
C'était trop bien, je me suis dit putain c'est génial, je kiffe trop leur survêt. Voilà, point, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite du coup on a Shinsuke Nakamura qui va commencer le match, qui va se faire frapper pendant plusieurs minutes, etc. Puis ensuite on attend justement le hot tag arrive. Putain, Rick Books il s'est bien fait saucer, hein, vraiment. Genre là, tout le public s'est levé et tout. Oh, Rick Books il monte sur le ring. Nanani. Tout le monde était chaud, tout le monde était vraiment, vraiment chaud. Et bah, ça paraît logique, vu que Nakamura est un peu perçu comme le maillon faible de l'équipe. C'est logique du coup que bah, ça soit Nakamura qui prenne tous les coups et puis ensuite qu'on fasse rentrer Rick Boogs. Problème qui va arriver, c'est que Rick Boogs va essayer de porter les deux Usos sur le dos et il va avoir le genou qui va flancher. J'ai bégayé au début. J'ai fortement bégayé parce que je me suis dit, oh putain, ça a l'air putain de réel en fait. Donc j'avais noté entre parenthèses, je sais pas si c'est un botch ou si c'est genre juste il vend le genou puisque ça fait des semaines qu'il vend le genou comme de quoi il est blessé, puis en fait non, je suis pas blessé, haha, je vais pouvoir te battre. Et là, fait exprès, il se blesse justement à ce genou-là. Je me suis dit, ouh, est-ce que c'est vraiment, enfin, est-ce que c'est vraiment vraiment blessé ou est-ce que c'est juste du storytelling pour garder Rick Boogs fort quand même dans la défaite parce qu'on va pas faire gagner Rick Boogs et Shinsuke Nakamura. Donc j'hésitais beaucoup. Mais voilà, après, voilà, on va avoir Nakamura qui va se retrouver seul sur le ring et Rick va sortir du ring et se faire soigner par les médecins. Là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Si on amène des médecins et tout, c'est que c'est potentiellement legit, la blessure. J'ai mis entre parenthèses, j'en ai marre. Pour le moment, il y a trop de blessures ou de botches qui me font peur et j'aime pas voir ça. Enfin, je déteste voir ça. Déteste dans un sport voir des gens se prendre des des vrais coups, se blesser ou des choses dans le genre. Je déteste ça, vraiment. C'est pour ça que je regarde pas la MMA ou l'UFC. C'est pour ça que je regarde la WWE. Mais oui, enfin, ça me fait de la peine. Lorsque, voilà, dans un match de foot, t'as un type, il se fait tacler et il se fait retourner la cheville, bah, t'aimes pas voir ce genre d'image, tu vois. Et là, voilà, là, voir que, bah, Big E retombe sur la nuque. Quand je parle de botch qui font peur, je pense du coup à Madcap Moss qui est tombé sur la nuque, qui miraculeusement n'a rien eu, mais vraiment par miracle quoi. Et on en reparlera plus tard de un truc qui m'a aussi fait très très peur. Mais j'aime pas voir ça et ça m'énerve parce que ces temps-ci on en voit énormément avec Big E justement, Madcap Moss, là maintenant Rick Boogs. Ouais, j'ai hyper peur pour ce qui se passe en fait, vraiment, ça me... Voilà, je trouve qu'on a énormément de blessés. Ensuite, j'ai mis, ouais, il va y avoir un super kick enchaîné d'un Uso Splash et Near Fall de Nakamura. J'ai l'impression que ça parle dans le coin, genre ils sont dirigés au niveau du coin des Usos et j'ai l'impression que Shinsuke Nakamura est en train de discuter, pas de taper la discute en mode ouais, ça va tes frères et sœurs et tout. Non, ils sont un peu en train de s'expliquer en mode comment est-ce qu'on va faire pour terminer le match, pour pouvoir bah, mettre une fin à ce match bah, sans. Voilà, tu vois, enfin, faut improviser quoi, faut improviser une fin du coup, puisque bah, son coéquipier est blessé. Wandy sur Nakamura et les Usos continuent avec le règne le plus long de l'histoire des champions tag team de SmackDown. Voilà, c'est encore heureux, j'ai envie de dire. J'avais misé une victoire des Usos, parce que je pense que Shinsuke et Nakamura, ça devait pas être le meilleur truc, mais bon, voilà. Maintenant, on sait que, ben, du coup, Rick Boogs est vraiment blessé. C'est legit, on sait pas, on sait qu'il souffre déchirure, je crois. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout ce qu'il a, mais ouais, Rick Boogs est vraiment legit blessé. Et je trouve ça dommage, parce que il a justement de se prendre un push incroyable, et il était vu comme un peu un élément intouchable, trop fort et tout. Justement, là, le spot où il devait porter les deux Usos, je me suis dit, wesh. Mais voilà, là, en tout cas, on sait que c'est legit. Et donc, bah, Rick Boogs va devoir s'absenter pendant un petit temps. Et donc, Nakamura va finir dans les néants. Et on va plus revoir Nakamura pendant un petit temps, tant que Rick Boogs, potentiellement, n'est pas soigné. 7 minutes de match. Franchement, ouais, j'ai mis 2 étoiles pour ce match. 2 étoiles parce qu'en vrai, il n'était pas incroyable, tu vois. Ça a été très très rapide. C'est dommage que la blessure arrive du coup à ce moment-là parce que vraiment le match était rapide quoi, 7 minutes et je m'attendais vraiment à plus puisque le storytelling en show, bah, bref à SmackDown, le storytelling était vraiment en mode bah, en fait Rick Boogs est beaucoup trop fort etc. Et donc pour moi c'était un truc en mode bah ça va être super compliqué en fait de battre Rick Boogs, ils vont galérer de ouf.
Et en fait, pour finir, bah non, quoi, 7 minutes, Rick Books se blesse évidemment, mais voilà, tu vois, ça portait un 1-10 sur Nakamura. Évidemment, c'était un finish où ils ont dû trouver une fin à ce match. C'est dommage qu'ils doivent le raccourcir, mais donc voilà, c'était le match, je pense, le pire match de la soirée. Mais voilà, quand tu te dis que bah il y a une blessure, que c'était pas voulu, qu'ils ont dû raccourcir le match, certainement, bah je me dis, ok, je me dis oui, c'est legit, c'est dommage. C'est le pire match et bah c'est logique. C'est logique que ce soit le pire match puisque bah, c'est une blessure. Bref, ensuite, après ça, on a entrée d'Happy Corbin et de Madcap Moss, le vainqueur de la Battle Royale d'André le Géant. J'ai toujours pas vu SmackDown à l'heure actuelle. Faudrait vraiment que j'aille le voir. Tant pis, écoute, mais bon bah j'ai été spoil. Madcap Moss a gagné la Battle Royale d'André le Géant en finale avec Finn Balor. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Non, absolument pas, on s'en fout, on en a rien à foutre. Mais voilà, on nous montre comme de quoi il a gagné. Et ensuite, entrée de Drew McIntyre, une entrée normale, Drew McIntyre, bon, c'était banal. Et à un moment donné, Baron Corbin va prendre le dessus. Et lorsqu'il va prendre le dessus, Madcap Moss va se mettre sur le tablier du ring. Donc enfin, derrière les cordes, tu vois. Sauf que une personne ne peut pas se mettre là normalement. Donc l'arbitre, il est censé dire bah, soit tu descends, soit je te renvoie au vestiaire en fait. Sauf que là, l'arbitre, il ne dit rien du tout. Et puis il se dit, tiens, je vais aller me projeter dans les cordes. Sauf qu'il veut aller se projeter dans les cordes à l'endroit où il y a Madcap Moss. Et donc il le regarde en mode, mais descends de là, pourquoi t'es là? Descends, laisse-moi faire mon catch. Or que, enfin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il le voit, frère. Comment ça, tu lui dis, qu'est-ce que tu fous là? Mais tu l'as vu célébrer avec toi, genre, enfin, je sais pas. Je trouvais que ça n'avait pas de sens, ce petit segment-là, mais donc du coup. Bah, suite à ça, Drew McIntyre reprend le dessus, mais c'est pas pour ça que ça va s'arrêter. End of Days de Baron Corbin et personne ne s'est jamais dégagé de son End of Days. C'est vraiment genre le finisher le plus protégé à la WWE, vraiment. Et bah du coup, un, deux, et non, non, bah non. Drew McIntyre devient vraiment le premier et le seul, du coup actuellement, à s'être dégagé du End of Days de Baron Corbin. C'était beau, c'était bien, j'ai eu peur, vraiment. J'ai stress au moment où il a fait le End of Days, je me suis dit, oh putain de merde, c'est mort, c'est fini. Ils vont le protéger, ils vont faire genre, bah voilà, Baron Corbin, il a gagné. Je me suis dit, mais wesh, s'ils font ça, c'est une dinguerie, c'est trop con, ça n'a pas de sens. Le programme, il va continuer. Baron Corbin, hop, WrestleMania Backlash, Drew McIntyre contre Baron Corbin, c'est reparti. Non, je te jure, j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. Mais non, c'est bon, il s'est dégagé du End of Days. Ça lui donne cette petite particularité-là, Drew McIntyre, qui est plutôt bien. Il va terminer du coup avec un future shot DDT enchaîné par un Claymore Kick. Et Drew McIntyre remporte le match. C'était court, mais c'était bien que ça soit court, en fait. Ça n'a pas trop pris de temps, mais de toute façon, la storyline, en vrai, tout le monde s'en fout et vraiment personne n'attendait ce match. Mais donc, ouais, j'ai mis 2 étoiles un quart, parce que bah, voilà, c'était comme le match tag team juste avant, en fait. C'était bien, mais c'était court. C'était vraiment très très court. Mais par contre, voilà, le match tag team juste avant, bah, il y a eu un problème de blessure. Là, il n'y a pas de problème de blessure, là, il n'y a rien du tout. Mais voilà, franchement, j'ai mis juste bah, 2 étoiles comme le match d'avant. Mais j'ai mis un quart parce que je me suis dit, voilà, c'est le premier à se dégager du End of Days. Ça fait un peu de storytelling dans le match. Je trouvais ça intéressant. Je me dis, c'est cool. After match, évidemment, comme si on en avait besoin. Comme si, genre, ça fait pas 10 ans qu'on est en rivalité de Drew McIntyre, Baron Corbin, Madcap Moss. On en a marre, on ne voulait pas avoir de segment after match. On voulait juste que bah c'est bon, ils repartent, Drew McIntyre a gagné, Drew McIntyre a gagné. Point. Non, évidemment. Après le match, on a du coup Madcap Moss qui va venir se mettre bah, sur le tablier du ring, encore une fois. Et Drew McIntyre qui va le pointer avec son épée, comme il le fait tout le temps en SmackDown. Il fait tout le temps ça. C'est vraiment, c'est relou. Il fait tout le temps ça, il le pointe avec son épée, cet objet tranchant qui... Frère, pourquoi tu possèdes un objet tranchant, sérieux? Et il va prendre son épée comme ça. Il va mettre un coup d'épée. Mais Madcap Moss, évidemment par chance, se retire bien avant. Mais le coup d'épée, il va découper les 2 premières cordes du ring. On est au deuxième match. Deuxième match, les cordes sont déjà cassées.
frérot, on fait comment nous? On a des matchs de ouf là à amener. Frère, ils ont déjà cassé les cordes. Je me suis dit, mais wesh, mais ça n'a pas de sens. Mais attends, le pire, parce qu'évidemment, pause pub, on revient, les cordes sont fixées. Bah oui, heureusement. Parce qu'en plus, là maintenant, on a les Mysterio qui rentrent et qui. bah, En fait, ils rentrent sur la scène, mais ils sortent de la scène. C'est ça qui est compliqué. Je crois que je l'avais déjà vu, je pense que Rey Mysterio avait déjà utilisé ce truc-là comme entrée, ou alors si c'était pas Rey Mysterio, c'était quelqu'un d'autre, je crois. Mais voilà, ils ont tous les deux sauté hop, comme ça sur la scène. Je me suis dit en vrai, c'est bien. C'est- C'était cool. Non, en vrai, c'est cool parce que du coup, ça fait en sorte que l'entrée, elle est différente à WrestleMania, qui est le plus gros show de tous les temps, qu'elle soit au moins un peu plus différente que bah, les entrées que tu as l'habitude de faire. Et ça, je vais le reprocher encore plus tard. Mais vous inquiétez pas, on n'y est pas encore. Bref. Entrée du coup du Miz, entrée de Logan Paul, et bah, ils ont des tenues accordées. Je m'attendais pas. Et vraiment, genre, même les superstars féminines, quand elles font une team, elles font pas cet effort-là. Je me suis dit, mes frères, aucun moyen, genre, ils vont être vraiment accordés. Ils sont accordés. Voilà, ils sont tous les deux en maille à l'abeille. C'est. Non, c'est cool. C'est bien. Non, moi, j'ai bien aimé. Bon, je crois que c'était plus une référence à Pikachu, je pense, potentiellement, puisque il va rentrer avec sa carte Pokémon qui coûte une blinde, dans une très très belle chaîne d'ailleurs, avec beaucoup de diamants, de perles, de. Ouais, je me suis dit, ouais, la chaîne, c'est une arme létale, ouais. On a quand même un bon match. Franchement, j'étais un peu choqué. Euh, Ah oui, j'ai noté, j'ai l'impression que les deux premières cordes ne sont plus droites suite à Drew. Donc vu que Drew McIntyre il a découpé les deux premières cordes, en fait j'ai vraiment l'impression que il y a genre les deux premières cordes qui sont comme ça et que la troisième en fait elle est un peu de travers comme ça. Et du coup ça me gêne, ça m'a gêné pendant tout le match. Il y a des détails dans la vie, ça peut te sortir d'un match entier. Ça, bah, franchement, ça a failli. Enfin, ça m'a sorti pendant une bonne partie du match. Tu vois, il y a une bonne partie du match que j'ai pas suivi parce que je voulais justement regarder. Est-ce que c'était une illusion d'optique, la troisième corde qui était pas droite, ou est-ce que c'était vrai? Et c'était vrai, parce qu'après, je crois qu'ils ont fixé ça, parce que plus tard, il y aura plus vraiment. Je sais plus à quel moment ils ont fixé, mais je l'ai plus vu, en tout cas, par après. Logan est vraiment très bon. Il utilise les moves de Eddie Guerrero, le mouvement des épaules, etc. Je trouvais ça très très bon. C'était vraiment dans un bon storytelling où bah, justement c'était la tenue de Dominique Mysterio était une référence du coup à Eddie Guerrero. Donc il y avait vraiment ce storytelling en fait. C'était pas juste il faisait du catch, c'était vraiment il faisait du catch avec de l'histoire dedans. Et donc, moi, je kiffe, frère, je kiffe. Quand tu nous racontes une histoire, même quand tu catches, mais c'est bénef, c'est bénef de ouf. Et puis, ça amène un peu le fait que Logan a sa place un peu là-dedans, du coup. Parce que, en vrai, Logan va très bien se comporter, en vrai, hein. J'ai vraiment été choqué. Je me suis vraiment dit, enfin, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que la différence entre le MMA, enfin la boxe, et la WWE, c'est pas pareil. Dans la boxe, tu dois mettre des vrais coups pour knock out ton adversaire. Là, tu dois justement pas knock-out ton adversaire parce que si tu le fais, ça botche, tu vois. Donc ton match, il est un peu biaisé. Donc non, et en vrai, il l'a bien géré. C'était vraiment pas mal. Les Mysterio vont porter du coup un double 619 sur Logan Paul. Sauf que ben, ils vont aller vers les cordes, ils vont pas voir, mais le Miz va blind tag. Donc il va faire ben, un tag en fait, il va taper juste sur Logan Paul pour que ce soit lui l'homme légal. Et donc, il va y avoir Frog Splash de Dominique Mysterio, puis Frog Splash de Rey. Et du coup, Rey va faire le tomber sur Logan, sauf que Logan n'est pas l'homme, en fait, c'est pas l'homme légal. Donc, le Miz va rentrer et va jeter, enfin, il va prendre Dominique et il va le jeter sur le tombé, en fait, donc sur Rey Mysterio qui faisait le tomber sur Logan Paul. Et donc, du coup, ouais, le Miz va faire un crush, un skull crushing finally sur Rey Mysterio. Et un 2 3 le Miz et Logan Paul gagnent le match. J'étais choqué. Là, je m'attendais vraiment à une victoire des Mysterio. Mais non, genre, what the fuck. Et j'avais peur, j'en avais pas parlé dans ma vidéo de pronostic, mais j'avais vachement peur en vrai que bah, Logan Paul, pour avoir une petite pop, pas face turn sur le Miz, mais je me dis comment tu fais pour face turn sur le Miz, tu vois, c'est pas, enfin,
Ça va être compliqué. Si tu attaques le Miz, bah, c'est toi le méchant dans l'histoire parce que c'est toi qui l'as attaqué. Donc, je savais pas du tout comment il voulait tourner ça et je pensais que c'était pas du tout une bonne idée. Au final, le Miz vraiment a un talent d'acting. Il est vraiment très très bon. Il est vraiment super bon. Il y a vraiment le regard qui change. Il va regarder Logan Paul. Vraiment en mode, frérot, tu prends toute ma gloire, mais en vrai, de base, c'était mon match. C'est moi, je devais aller chercher les Mysterio. Toi, là, t'étais juste là parce que je devais faire un match en tag. C'est tout. En vrai, tu servais à rien. Je t'utilisais juste pour aller battre les Mysterio. Et donc, Skull Crushing finally sur Logan Paul. Et en vrai, c'est bien. En vrai, j'ai trouvé ça vraiment bien. L'homme qui est ressorti le plus fort dans tout ça, c'est le Miz. Or que le Miz, vraiment, moi, je pensais qu'il allait être utilisé pour qu'il y ait le match du coup de Logan Paul à WrestleMania et pour que ben, les Mysterio restent forts, tu vois. C'est faux. Là, la personne qui restait fort dans cette histoire, en fait, c'est le Miz. Celui que je pensais pas du tout qui allait prendre des points, qui allait gagner des points. Bah, en fait, si, le Miz a gagné énormément de points. J'ai trouvé ça fou. Vraiment, j'ai bien aimé ce match. 11 minutes 16, voilà, un peu plus long encore quand même. Et franchement, c'était pas trop court non plus. Genre, je me suis dit, ça c'est bien terminé. Bon, c'est pas ceux que je voulais qu'ils gagnent qui ont gagné, mais ça c'est assez bien terminé. Donc voilà, j'ai dit 3 étoiles. Voilà, 3 étoiles pour ce match. J'ai adoré. Il y a des petits botches des fois. On voit que il touche pas, mais ça a quand même été très très bon en soi. Il pourrait vraiment pas égaler Bad Bunny, évidemment. Mais moi je l'attends. Le match Bad Bunny Logan Paul, voilà, je l'attends. Je me dis ça peut être une bonne dinguerie ça. Mais bref. Ensuite, du coup, après ce match, on accueille Stephanie McMahon qui vient, normal, on sait pas pourquoi. Elle nous dit merci d'être là, WrestleMania. Je vais vous montrer bah, le futur visage de la WWE. Là, je me dis, frère, elle va nous amener des mecs de NXT. Comment ça? Genre, il y a eu quand même un show. Enfin, en plus, c'est con, hein. Ah, c'est vraiment con, hein. Si tu me dis le futur visage de la WWE et que tu m'amènes les champions d'NXT, putain, tu m'amènes Dolph Ziggler et Mandy Rose, les gens ils vont dire ouais, tu te fous de notre gueule, on les connaît. Ils sont déjà passés pas chez nous, c'est pas des nouveaux. Arrête de faire genre. Mais non, en vrai non, elle est juste là pour du coup bah, accueillir Gable Steveson qui bah, a gagné du coup sa deuxième médaille d'or, je sais pas quoi, ouais, j'ai pas suivi. J'en ai sincèrement rien à foutre. Moi j'attends juste que cet homme vienne dans le roster principal, donc à Raw, parce qu'il a été draft à Raw qui viennent peut-être avant que bah, qu'il y ait la draft en fait, parce que sinon ça n'a pas de sens. C'est vraiment le pire draft au monde en fait. Il a été draft à Raw, mais il n'a jamais apparu. Bref, ensuite on passe au match du coup de Raw Women's Champions. Et là, putain, pour moi, c'était chose Steeler. Alors c'est con, hein, parce qu'il y a le match juste après qui arrive et qui lui aussi est un putain de show Steeler. Mais là, putain, ça a taffé. C'est un truc de dingue. On arrive, entrée de Becky Lynch, petit clip qui retrace toute la carrière de Becky Lynch, en mode un peu BD, etc. Il y a un 4x4 qui monte comme ça, qui rentre sur la scène. Je me dis, arrête. Becky Lynch, elle est arrivée en 4x4 comme ça. Elle s'est dit, vas-y, nique sa mère. Je monte sur scène avec mon pick-up. Il y a quoi? Enfin, c'est même pas pick-up en fait. Mais bref. Euh, En fait, non. C'est un mec qui sort de là. Il sort. Il ouvre la porte passager, enfin la porte de derrière. Et Becky Lynch qui sort. Elle est arrivée avec un chauffeur. Je me suis dit non, je me suis dit en vrai c'est fou, c'est vraiment fou. Waouh, l'entrée de Becky Lynch, petit clip de sa carrière et entrée en 4x4 avec un chauffeur, j'ai trop kiffé. Entre parenthèses, j'ai envie qu'elle gagne du coup. C'est vrai que ouais, quelle tenue, quelle coiffure, je suis choqué. C'est vraiment putain, ça a taffé quoi. Je sais pas si sa tenue elle était référence à quelque chose, je sais pas, un personnage peut-être de BD ou de jeux vidéo, j'en ai aucune idée vraiment. Mais ouais, un maquillage de ouf, de joues rouges énormes sous les yeux. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment fou. Je me suis dit, waouh, putain, sa mère, ça a taffé, quoi, tu vois. Là, on est. Là, je me sens à WrestleMania. Mais je crois que je l'ai dit juste après. Ouais, je l'ai notifié juste après. Parce que du coup, Becky Lynch rentre sur le ring. Et ensuite, il y a une fanfare qui arrive. On sait pas, ils veulent quoi, la fanfare?
Voilà, même les commentateurs, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils disaient, il y a une fanfare. Oui, mais pourquoi il y a une fanfare? Nous, on fait du match. Pourquoi il y a une fanfare? Je comprends pas. Et en fait, bah, la fanfare, elle est en train de faire du coup le thème de Bianca Belair. Mais Bianca Belair, elle rentre pas. Moi, je me suis dit, merde, si vous faites le thème de Bianca Belair, faites rentrer Bianca Belair. Non, elle rentre pas. C'est seulement après. La fanfare, elle s'arrête. Là, il y a Bianca Belair qui rentre. Enfin, il y a la musique de Bianca Belair qui démarre. Bianca Belair rentre. Et là, du coup, la fanfare, elle suit avec la musique. En vrai, c'était bien, mais je me suis dit. Enfin, il y a vraiment pendant un moment où j'ai bugué. Je me suis dit, mais. Enfin, ils veulent quoi en fait, la fanfare? C'est quoi, on va faire un show en attendant que Bianca Belair elle se prépare? C'est quoi le délire? Je comprenais, hop, on a fait rentrer Becky Lynch pour rien en fait, parce que là on va faire un petit show de fanfare chelou. Franchement, j'ai bégayé pendant un moment, je me suis dit, wesh, enfin, c'est chelou quoi. Mais non, du coup, Bianca Belair qui rentre, en vrai c'était bien. J'ai bien aimé et tout. Genre la musique de Bianca Belair commence et la fanfare suit. Ils ont tout donné. Vraiment, ils ont tout donné là sur leur entrée. Ça se voit, ça taffe en fait. Moi, je kiffe. Quand ça taffe comme ça, je kiffe, j'adore. Et j'ai mis là, je me sens en WrestleMania quoi. C'est vrai que là, depuis le début du show, bon bah frère, Shinsuke Nakamura et Rick Books contre les Usos, c'est des trucs qu'on voit à SmackDown. Baron Corbin contre Drew McIntyre, c'est des trucs que franchement je préférerais voir à SmackDown plutôt qu'à WrestleMania. Le match avant qu'on a eu les Mysterio contre le Miz et Logan Paul, bon franchement c'est pas des trucs qui me hypait de ouf. Là, par contre, putain, là, ça t'a fait l'entrée et le fait que bah, tu taffes une entrée j'ai clairement réécrit mes sentiments sur dans mes notes en fait. C'est vraiment, j'ai envie qu'elle gagne en fait. Elle a une putain d'entrée de ouf. Elle m'a hype de ouf. J'ai envie qu'elle gagne. Alors que je voulais pas qu'elle gagne. Moi, je voulais que ça soit Bianca Belair qui gagne. Mais voilà, tu t'arrives, tu me hype avec ton entrée. Évidemment, maintenant, je suis plus hypé. Je me dis, putain, là, on a WrestleMania. Là, il y a un truc de ouf, tu vois, qui va se passer. Et j'avais pas tort. Effectivement, j'avais pas tort. Il y a un truc de ouf qui allait se passer. On a du coup le match qui va commencer. Bianca Belair va tendre sa main à Becky Lynch, comme elle l'a fait à SummerSlam. Évidemment, elle tend sa main à Becky Lynch. Et Becky Lynch qui refuse de serrer la main et qui va attaquer Bianca Belair directement et vouloir lui porter son Manable Slam, je crois, c'est ça? Je sais plus. J'ai pas noté. Si, j'ai noté? Manable Slam, ouais. Bianca contre Becky, hein? Comment ça? Contre... Ah non, Manable Slam, Bianca contre. Ça va faire des bails chelous, genre se porter deux trois coups. Puis vraiment Manable Slam. Et genre là, vraiment pour de vrai. Et là, je me dis, putain, c'est pas possible. Elle va la rebattre en 3 secondes, c'est pas possible. Et non, un, deux, et elle se dégage. Bianca Belair se dégage. Là, en vrai, c'est storytelling de ouf, en vrai, en mode, cette fois-ci, elle est prête. L'autre fois, elle était pas prête et donc elle s'est fait choper comme ça. Un manable slam et c'était fini. Là, maintenant, elle est prête. Là, c'est bon. Là, tu peux lui porter deux trois finishers. Elle est prête. Elle s'est entraînée à choper des coups, regarde, t'inquiète même pas. Et donc, ouais, j'ai trouvé ça vraiment fou. Bah, franchement, j'ai noté, j'ai rien à dire, c'est une dinguerie. Il faut voir ça. En fait, souvent, c'est comme ça. Si j'ai le temps d'écrire des notes, c'est qu'en vrai, le match, il est bien, mais voilà, tu vois. Si le match, il est vraiment bien, j'ai pas le temps d'écrire des notes, je suis en train de regarder, je suis en train de m'extasier devant ce match, et j'ai pas le temps d'écrire, en fait. Je n'écris pas parce que je pense pas à écrire. Je me dis juste, waouh, la dinguerie. Et franchement, là, c'est ce qui s'est passé, vraiment, waouh, la dinguerie. C'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Bianca qui laisse tomber Becky à plat sur les... Enfin, elle est au niveau au niveau des coins. Elle va porter Becky et la laisser retomber, mais genre sur les deux cordes qui forment ça. Et Becky, elle tombe comme as. Vraiment, genre... Oh, waouh. Ce truc-là, ce bump, il m'a choqué. Je me suis dit, waouh, waouh. Ça doit faire mal, sa mère. Et puis il y a plusieurs trucs aussi. Après, j'ai mis Becky qui met un coup de talon dans l'œil de Bianca. Je me demande comment elle n'est pas blessée. Et j'ai eu très très peur, évidemment. Il y a un moment donné où Becky va monter sur la deuxième corde, je crois, ou la troisième, je sais plus. Et faire du coup un salto. Je sais pas c'était quoi le nom de cette prise, mais normalement, bah, enfin, justement, Christophe a juste l'a clairement dit en commentant. Normalement, cette prise-là, c'est ton corps entier qui doit retomber sur la personne. Sauf que là, c'est vraiment le talon de Becky qui est venu taper en fait dans l'œil, genre vraiment ici, tu vois, dans la pommette.
Et donc, je me demande vraiment comment Bianca, et en plus, on voit au ralenti, on voit vraiment bien Bianca se prendre le coup, quoi, tu vois. C'est pas en mode ça va, en vrai, le coup a été léger et elle a amorti en partant avec le coup. Non, c'est vraiment, elle s'est vraiment pris le coup dans la gueule. Ah ouais, là, je me suis dit, putain, ça m'a fait vraiment très très peur. Et puis ensuite, Bianca Belair ne m'a pas rassuré, parce que à son visage, lorsque je vois que bah, elle a son fossile qui est en train de, enfin, qui s'est un peu détaché. Donc, on dirait qu'elle a un peu l'œil un peu fermé comme ça, un peu divagant. Alors qu'en fait, bah non, c'est juste son faux sourcil en fait qui est parti. Et donc, du coup, ça fait des trucs bizarres au niveau de l'œil. Mais du coup, ça m'a fait super peur. Cette image-là m'a vraiment m'a choqué. Je me suis dit, oh putain, merde, putain, pauvre Bianca, ça doit faire super mal. Et non, en vrai, ça va. C'est vrai qu'après, elle titubait fort. Mais voilà, elle a commencé à faire un petit salto, une petite prise. Je me suis dit, ok, ça va, elle a l'air d'aller bien. Mais franchement, je suis pas, enfin, ça m'étonnerait vraiment pas que là, on me dise que Bianca Belair en fait souffre d'une commotion ou d'une fracture de la pommette, par exemple. Ça pourrait vraiment être possible parce que ça m'a vraiment fait peur, vraiment, ça m'a fait super peur. Elle a vraiment le pied, enfin le talon, et le talon, c'est dur, c'est une partie super dure du corps humain. Et le talon se choper dans la pommette comme ça, sans atténuer le coup, ça doit faire super, super, super mal. Mais ensuite, ça va partir beaucoup plus vite, ça va s'enchaîner de ouf. Et KOD, Kiss of Death, de Bianca Belair, donc son finisher évidemment pour ceux qui ne savent pas. Et Bianca Belair devient la nouvelle championne de Raw. J'avais encore raison, hein. Vraiment, hein. Je me suis trompé sur très peu de matchs. Je me suis juste trompé en fait sur Rey Mysterio contre le Miz et Logan Paul. C'est le seul match où je me suis trompé du finish en fait. Parce que tout le reste, bah, j'ai eu raison. Voilà, j'ai eu vraiment raison. Et donc c'est cool. Quand t'as un show où t'as raison, c'est un bon show. Mais je crois que je l'ai noté ça plus tard. Bref, ce match-ci, j'ai noté 4 étoiles et demie. Sérieux. C'était incroyable. J'ai eu peur. J'ai cru que Bianca allait avoir une commotion, mais ça va, elle a l'air bien. Vu qu'à SummerSlam, elle a perdu super rapidement, j'étais constamment prêt à ce que le match s'arrête à tout moment. C'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a perturbé vraiment. Je me disais vraiment à tout moment, il y a peut-être moyen que ça soit terminé en fait, vraiment. Et donc les near fall, donc les moments où il se dégage, mais vraiment très très proche du 3, c'était vraiment fou et je les ai vécus en mode spot de malade. C'est vraiment un match à voir si vous avez raté ce match-là. Regardez-le évidemment parce que c'était incroyable pour moi. Le show Stealer, à égalité avec ce qu'on va voir après, évidemment. Mais pour moi, vraiment, ça a été top 2 des matchs de la soirée. Voilà. Comme ça, je prends pas de risque, évidemment. Mais pour moi, oui, c'est vraiment le meilleur match avec celui qu'on va voir juste maintenant, le meilleur match de la soirée. Le match a duré 19 minutes, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Donne-nous des matchs super longs où les mecs s'arrachent. Et là, les meufs, franchement, elles se sont explosées la gueule pour nous. Quand tu vois vraiment le bump qu'elle a pris. Oh. Ah, le talon dans la gueule, je te jure, non, ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Bref. Et donc, après sa femme, eh ben, c'est le tour de son mari, Seth Rollins, de monter sur le ring. Il est suivi d'une chorale. Je sais plus, j'ai mis où? Ah oui, j'ai mis entre parenthèses, on va savoir si on va chauffer ou si on va se prendre la plus grosse clim du siècle. Et voilà, je vais rien dire, on verra juste après. On a une chorale qui arrive, évidemment. Après avoir eu la fanfare, on a la chorale. Et on a la chorale qui chante Oh. Franchement, je saurais même plus. Je saurais pas vraiment faire le rythme en fait de cette musique de Seth Rollins. Parce qu'en fait, quand je le chante, j'ai l'impression que c'est le rythme de Shinsuke Nakamura. Et donc, je suis perdu en fait avec les deux musiques. On a Seth freaking Rollins qui rentre avec une tenue à Fandango, ouais. Non, je suis le seul à avoir remarqué ça. Franchement, faut me le dire. Faut me le dire. Si je suis le seul à avoir remarqué ça, je regarderai pour voir si les gens ont notifié ça aussi. Mais est-ce que je suis vraiment la seule personne à avoir remarqué que c'est une tenue à Fandango, frérot? C'est pas Seth Rollins. La pression est folle. C'est long. La foule est en train de chanter Cody, Cody. C'est vraiment. Et c'est vraiment long. C'est vraiment des longues minutes comme ça. Seth Rollins commence à péter les plombs. Il commence à dire allez, envoyez-moi mon adversaire. Allez-y, j'attends que ça. Enfin, et vraiment, le suspense est long. Je pense que vraiment, il y a genre, il y a 2, 3 minutes où vraiment il se passe rien. On a juste des plans sur Seth Rollins qui est en train d'attendre comme ça en plein milieu du ring.
Et là, les lumières s'éteignent. Je bégaye, sachant que il y a quelques temps, voire même quelques heures, il y a quelqu'un qui a souhaité, qui a fait un petit speech, etc. Enfin, pas un petit speech, mais qui a mis un message pour la fin de carrière, enfin, l'annonce au Hall of Fame, parce que fin de carrière, je suis pas sûr, mais l'annonce au Hall of Fame de Undertaker. Et cette personne aime bien éteindre les lumières, se téléporter, etc. Je parle du Fiend, Bray Wyatt. Franchement, je me suis dit, what? Non. Ça, par contre, c'est une solution que j'avais pas pensé. Mais si c'est Bray Wyatt, en vrai de vrai, je suis chaud. Ça me dérange pas. S'il y a le Fiend qui réapparaît comme ça serait vraiment dingue. Mais non, ce n'est pas le Fiend, évidemment. C'est le retour de Cody Rhodes. Et putain de merde que j'étais content, j'ai été heureux. Je l'ai dit dans mon prono, j'en ai rien à foutre de Cody Rhodes de base. Vraiment, je m'en fous. Je sais que les mecs vont nous faire un match de malade. Il peut vraiment être un match de fou 5 étoiles sans problème. Mais Cody Rhodes, je n'ai aucune hype envers lui. Mais pourtant, j'avais envie de voir Cody. Je voulais voir personne d'autre que Cody Rhodes rentrer sur le ring. Et on a du coup cette fameuse entrée du American Nightmare. Et putain de merde, j'ai pris plein de screens. J'ai surkiffé. J'ai vraiment, vraiment surkiffé. C'était fou. Mais j'ai quand même mis entre parenthèses, je reste persuadé que c'était pas le bon adversaire. Vu qu'on connaît très très bien le comportement de Seth Rollins depuis le début que l'AEW existe, tu vois. Enfin, il est un peu insultant et je crois qu'encore il y a pas longtemps, il était encore en train d'insulter la EW. Je pense pas du coup que c'était une très très bonne idée, donc j'espère potentiellement que ils se sont pas pas arrangés, tu vois, mais que genre ça a discuté, ça s'est bien entendu entre les deux, ou alors est-ce que c'est dans le personnage de Rollins, même si quand il était face, il parlait déjà mal quand même de la EW. Donc voilà, je reste persuadé que c'était pas vraiment le bon, pas la bonne personne, en espérant quand même que bah, ils sont quand même en bon rapport, tu vois, parce que pour avoir le match qu'on a eu, frère, laisse tomber, évidemment, j'espère qu'ils sont en bon terme en tout cas. Mais c'est vrai que Seth Rollins, pour amener du coup un retour de Cody Rhodes et faire ce bail de porte interdite, même si personne ne le dit, on sait très très bien que Cody Rhodes a un gros rôle dans la création de la EW face à la personne qui est vraiment le visage des pros WWE, tu vois. Je trouvais ça vraiment, vraiment fou et je me dis, ouais, je suis pas sûr que ça soit le meilleur plan, évidemment. Après, c'est vrai que dans le storytelling, bon, Rollins, bah, il a pas arrêté de nous casser les couilles avec son John Moxley, John Moxley, John Moxley, H24. Voilà, John Moxley, bah, tu vas affronter le type qui a été pécho, John Moxley. Lui qui a beaucoup misé sur lui au début, tu vois. Donc, un peu un retour, aux bases. Ça fait plaisir. Mais je suis quand même persuadé que Seth Rollins n'était pas le meilleur adversaire potentiellement niveau script, enfin pas niveau script en soi, mais vraiment niveau genre juste storytelling, tu vois. Hors kayfabe, c'est la première fois que j'utilise ce mot, c'est dingue. Mais hors kayfabe, je pense que bah voilà, quand tu regardes voilà, le visage de l'AEW, enfin, le visage créateur de l'AEW face au visage qui en fait critique H24 de l'AEW, je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais donc Cody Rhodes rentre sur le ring, évidemment, le match commence. En vrai, c'est très joli. Genre, il y a vraiment des Seth Rollins qui lui dit ben, bienvenue à la maison, etc. Bon retour à la maison. Enfin, je trouvais ça joli. Puis ensuite, ça s'est terminé évidemment en trash talk de la part de Seth Rollins. Mais voilà, justement, c'est normal, c'est son personnage. Donc c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Et s'il l'aurait pas fait, j'aurais été dégoûté. Mais voilà, on a Cody qui fait une ref à Stardust, on a Cody qui fait une ref à Goldust, on a vraiment des refs totales. Enfin, c'était un match de malade. J'ai mis la WWE nous a respecté enfin. On a un vrai putain de match. Quand j'ai vu que ça commençait à se prendre un peu la tête, etc., je me suis dit c'est bon. Là, on annule tout le fait que bah, Seth Rollins n'était pas prêt parce que c'est un invité mystère. Là, on va avoir un putain de match qui va se diriger vers un 5 étoiles 100%. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis, bah là, on nous respecte enfin, quoi. La WWE ne va pas nous mettre un match de 3 minutes. Là, ça dure sa mère. Et pour vous spoiler un peu, ça a duré 21 minutes. Donc carrément, quoi.
On a finisher de Cody. Rollins se dégage, et quand même assez tôt qu'on a ça. J'ai pas de commentaire. On est en train d'enchaîner 2 matchs presque 5 étoiles d'affilée. Là, j'ai le souffle coupé, franchement. J'ai mis, ça se voit, Cody veut vraiment bien faire. Il veut mettre over Seth. Pedigree de Rollins contré. Cody tente aussi la pop de la foule, parce qu'on sait que Triple H est la superstar préférée de Cody. Donc, ça a fait popper la foule vraiment lorsque Seth Rollins était en pedigree comme ça. Tout le monde était en mode Cody Rhodes va utiliser le pedigree, la prise de finition, enfin, la prise de finition de son idole. Ça serait vraiment dingue et tout le monde était super content. Puis ensuite, il y a Cutter de Cody. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Bah, c'est exactement ce que j'ai noté. Je sais même pas si ça se dit. Mais en fait, c'est genre, il a porté un RKO. Mais genre, il a couru vers les cordes, enfin vers les cordes, vers le coin. S'est propulsé avec l'aide de la deuxième corde, je crois. Et genre apporté un neckbreaker, quoi, un RKO entre guillemets, sur Rollins. Et j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit, wow, j'avais jamais vu ce spot, j'avais jamais vu ce coup. Et putain, qu'est-ce qu'il est beau, quoi. J'ai été choqué, j'étais agréablement surpris de ce move. Et Rollins, du coup, se dégage de ça. Pedigree de Rollins, dégagement de Cody. J'ai mis entre parenthèses, ce match va finir en 5 étoiles, c'est pas possible. Puis j'ai remis entre parenthèses après, j'ai des frissons. C'était plus possible, j'en pouvais plus. Le match était vraiment incroyable. Et c'est très très rare qu'il y ait un match qui me donne autant de frissons, en vrai, qui me fasse vivre en fait, tu vois. C'est vraiment là, j'ai ressenti tout. Je me suis rendu compte pourquoi est-ce que j'aimais la WWE. C'est pour ça. Avoir des spots de malades où les mecs après, ils sont explosés. Il y a une image après, je vous montrerai de Cody avec le front tout rouge. C'est dingue. Les mecs se sont éclatés la gueule vraiment pour notre bonheur, pour raconter une histoire. Et en plus, il y a des moments un peu de pause où il respire un peu, où Seth Rollins va commencer à trash talk, etc. Cody Rhodes en mode ouais, passez chez moi ici, etc. Enfin, des trucs dans ce genre. C'était dingue, c'était vraiment bien. Ensuite, il va y avoir du coup Crossroad. Je sais pas si ça s'appelle comme ça en vrai, son finisher. Genre Crossroad, mais en tout cas, c'est son finisher. Voilà, je sais pas. Je connais pas Cody, j'ai jamais vu un seul de ses matchs, donc je peux pas vous dire vraiment toutes les prises qu'il peut utiliser. Donc il va porter du coup son finisher une fois, il va porter son finisher 2 fois. Il va essayer, enfin, il va vouloir tenter de porter une deuxième fois, sauf qu'il va s'arrêter et il va porter les coups de poing de son père. Donc référence du coup à putain, je sais plus comment il s'appelle son père. Rhodes, Dusty Rhodes. Ouais. D'ailleurs, Christophe a juste à un moment donné appelé Cody Rhodes Dusty. Mais donc du coup, il va porter du coup les coups de poing pour faire une référence à son père, regarder le ciel en mode donne-moi de la force, papa. J'ai trouvé ça fou. Et puis du coup, troisième finisher de Cody et 1, 2, 3. Cody remporte le match. Là, putain, je suis content quoi. Je suis vraiment content de voir que Cody du coup est de retour. Pas parce qu'il me manquait, mais juste parce que c'est une hype de fou. Et en fait, bah, je vais en parler après du coup parce que j'ai noté Cody du coup remporte le match. Mais franchement, Rollins n'a pas perdu vraiment. Rollins a été clairement mis over. Pour moi, ce match, en fait, c'est une victoire de la WWE. Et c'est une victoire même en général du catch et surtout la WWE du coup qui est restée très très forte quoi suite à ça. Là, c'est quelque chose quand même d'avoir Cody Rhodes maintenant dans son roster. Ça va être quelque chose. Bref, 21 minutes 33 de match. Je suis peut-être pas objectif, mais vraiment. Au début, j'ai noté 5 étoiles, vraiment. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer d'être un petit peu objectif. Et j'ai mis 4 étoiles, 3 quarts. J'ai juste retiré un quart parce que je me suis dit, c'est un peu chaud quand même d'avoir la perfection. Mais franchement, pour moi, ce match, c'était vraiment la perfection. C'était dingue. Il manquait juste peut-être le prestige d'un match, peut-être à stipulation, ou avoir le prestige d'avoir un match à titre. Je pense que là, ça aurait été vraiment un 5 étoiles total. Mais c'était déjà vraiment très très bien. Et donc pour moi, c'est du 4 étoiles obligatoire. Et donc je rajoute le 3 quarts parce que ça m'a fait vivre un moment incroyable. J'ai mis c'est exactement ce qu'il fallait faire, c'est exactement ce qu'on voulait. Et quand la WWE nous donne ce qu'on veut, on peut que être content. Et après ça, on retrouve le Hall of Fame.
Et puis on a du coup l'entrée du légendaire Undertaker qui va venir faire un coucou à tout le monde. Évidemment, il va aller faire coucou à droite, il va aller faire coucou à gauche. Et puis il va partir du coup avec laissant derrière lui sa streak d'invincibilité de WrestleMania à 25-2. Et les deux défaites en plus qu'il a, c'est contre les deux main eventers de WrestleMania 38 en global. Nuit 2 aussi, mais en global, c'est eux les main eventers, c'est eux qui vont porter le show de WrestleMania. C'est Brock Lesnar et Roman Reigns. Et c'est très très beau d'avoir vraiment l'arrivée du coup au Hall of Fame de Undertaker qui est les deux personnes enfin, de Undertaker qui est la personne qui a mis over les deux personnes qui sont en main event aujourd'hui, tu vois. Et ça, je trouvais ça très très beau niveau récit. C'est très joli. Et je peux que valider. C'est trop mignon, c'est trop beau. Et merci Taker, vraiment, merci. On annonce du coup qu'il y a 77 877, oui, je vais dire 77, évidemment. 77 000, si vous préférez. 999, 999 personnes dans le stade. Je crois pas qu'on a dépassé un record de quoi que ce soit, mais de toute façon, j'imagine vraiment que ça va être demain que le record va s'établir et que potentiellement on va battre le record d'entrée du coup de tous les WrestleMania. Je l'espère parce que putain, ils ont mis le paquet pour les matchs de demain. Et on est parti du coup pour le main event, entrée de Ronda Rousey et entrée de Charlotte Flair. Entrée banale. C'est les main eventeuses et pourtant ils ont des entrées banales. Des entrées vraiment. Ils auraient pu rentrer comme ça aussi à SmackDown. Ça aurait pas été très étonnant. Voilà. J'étais évidemment un peu dégoûté. J'ai noté que Ronda a l'air énervée. Ça se voit que dès le début, elle est pas là pour rigoler. Vraiment. Elle est là pour tout niquer. Ça se voit. C'est personnel. C'est bête qu'ils n'ont pas amené le fait que de leur rencontre du coup au Survivor Series parce que c'est un match qui a quand même frustré Ronda Rousey et c'est con qu'ils l'ont pas ajouté du coup à la storyline ce moment-là. Parce que pour moi c'était vraiment un moment de ouf et c'est ça que je me suis dit bah franchement ça peut être un très très bon bail d'avoir Charlotte Flair, Ronda Rousey, ça peut vraiment être très très intéressant et franchement j'avais raison, le match a vraiment été fou et je pense que vous aussi vous vous avez certainement dit le match va être dingue, sauf si vous aimez pas du coup Bianca Belair ni Charlotte Flair, mais pourquoi je dis Bianca Belair, Ronda Rousey ou Charlotte Flair, mais le match a vraiment été très 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 ouf. J'ai mis les coups qu'elle prenne, waouh, le torse rouge de Ronda après les Atemi, ça m'a choqué. Vraiment, elle a le torse rouge, limite j'ai l'impression qu'il en sent son torse. C'est très très dingue. Il y a une guerre des soumissions, vraiment. Il va y avoir Uncle Lock qui va être retourné, prise en 4, puis en fait non, c'est retourné, puis il y a le armbar qui va arriver, puis qui en fait non, va être super bien retourné par Charlotte Flair. Enfin, vraiment, c'était du mix de vraiment soumission, 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 soumission. Et c'est justement ce qu'ils voulaient. C'était le but de voir du coup qui va soumettre qui. C'était un peu la storyline depuis le début. Et donc voilà, c'est ce qu'on voulait, c'est sur quoi on s'attendait de toute façon. Et c'était très joli de voir vraiment des soumissions en fait où personne ne s'est dégagé d'une de ces soumissions-là. Enfin, tu vois, du Uncle Lock. Mais d'ailleurs, c'est un nouveau coup, donc je sais pas. Mais du armbar, par exemple, de Ronda Rousey, lorsque elle allait le porter, je me suis dit, c'est dead, c'est fini. Charlotte Flair est out, ça va être fin de match. Et en fait, non, Charlotte Flair retourne super bien. Et donc voilà, c'était vraiment fou. C'était vraiment dingue. J'ai vraiment bien vécu ces moments-là. C'était bonne pop pour moi. J'étais content quand j'ai vu ça. Ensuite, il va y avoir du coup un spin de Rousey. Je sais pas si ça s'appelle un spin, mais genre elle porte son adversaire. Elle va se retourner. C'est un peu comme un Samoan drop, mais c'est pas un drop, genre vraiment. Enfin, je sais pas. Qui était mieux fait du coup avant parce qu'elle mettait vraiment énormément de vitesse dans cette prise-là. Là, ça se voit que elle faisait exprès enfin, de rester près des cordes et d'avoir du coup Charlotte Flair quand même auprès des cordes pour pas niquer du coup le segment. Parce que du coup, il va y avoir un 2 3. Mais sauf que l'arbitre va regarder et va voir que le pied de Charlotte Flair en fait est sur les cordes et donc il va dire non, 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 en fait, non, il y a pas 3. Il y avait le pied sur les cordes, je suis désolé, j'ai tapé 3 mais il y a pas 3. On continue le match. Ronda Rousey va être un peu énervée sur l'arbitre. Et du coup, Charlotte Flair va se relever et va faire une sélection naturelle de Charlotte. Un, 2 et non, toujours pas. Non, Nearfall, évidemment. Ronda Rousey ne lâche pas comme ça. J'ai mis c'est un duel de guerrière, vraiment. Genre les meufs, elles sont en train
de s'exploser, un peu comme Bianca Belair et putain merde et Becky Lynch qu'on a eu du coup juste avant. C'était pareil, duel de guerrière. Là, il n'y a pas eu de botch, de moments qui m'ont fait un peu peur. Donc c'était potentiellement un peu mieux. Mais voilà, le problème c'est que du coup, à un moment donné, Charlotte Flair du coup va vouloir porter sa prise en 8. Ronda Rousey va du coup pousser les fesses de Charlotte Flair pour que bah, elle parte, donc qu'elle ne puisse pas rester pour faire sa prise en 8. Sauf que Charlotte Flair du coup va bah, spire l'arbitre du coup, elle va tomber du coup au niveau de l'arbitre, mais donc elle le spire clairement. Il va y avoir du coup le armbar du coup enfin armbar sur Charlotte. Charlotte tape, mais il n'y a pas d'arbitre puisque l'arbitre il vient de, ouais, il vient de se prendre un spire le type. Donc évidemment on n'est pas dans 2K ici, les arbitres bah ils vendent. Ah ouais, dans 2K ils vendent pas, mais là ça vend sa mère. Donc voilà, l'arbitre n'est pas là, donc l'arbitre ne peut pas bah, du coup dire que Charlotte Flair a tapé. Morale de l'histoire, en vrai, Charlotte Flair a tapé, donc Ronda Rousey sort très forte de ça. Ronda Rousey va pas être contente, elle va aller au niveau de l'arbitre, elle va lui dire: Oh, réveille-toi, elle a tapé là. Je sais même pas, elle s'attendait à quoi en fait, parce que l'arbitre il est pas là, oui, mais en fait, quand tu fais un pin, ok, tu réveilles l'arbitre en mode fais le pin, vas-y. Mais là, elle a tapé, c'est trop tard en fait. Quoi, tu vas reporter ton arme barre, mais là, si elle te contre, tu fais quoi en fait? C'est niqué de toute façon. Donc attends que l'arbitre il se relève tout seul. Enfin bref, ça n'avait aucun sens, mais bon, du coup, à cause de ça, Charlotte Flair du coup va porter son Big Boots sur Ronda Rousey et elle va remporter le match 1, 2, 3. Charlotte Flair reste Raw Women's Champions. Vu le regard de Ronda, ça va pas se terminer comme ça. C'est pas la fin de la rivalité là, ça va continuer un petit peu encore. Et de toute façon, bah, c'est ce qu'on s'attendait, etc. Euh, 18 minutes de match. Voilà, 18 minutes 21 de match. J'ai mis 3 étoiles, 3 quarts. En fait, c'était vraiment bien. Le match était vraiment, vraiment, vraiment bien. Le seul problème, en fait, c'est que l'arbitrage, en fait, a été surutilisé à la fin du match. Il y avait vraiment ce truc de pied dans les cordes. Puis ensuite, le bump sur le ref. Puis ensuite, on a l'arbitre, du coup, qui peut pas compter, du coup, le fait que Charlotte Flair, elle tape. Et puis, du coup, fait exprès, on le réveille, hop là, il tape 1, 2, 3, c'est terminé. Enfin, voilà, il a été surutilisé en fait l'arbitre dans la fin du match et c'est ça qui m'a qui m'a fait me dire putain vas-y fais chier quoi. Match de merde. Ensuite du coup on a le résumé dont on va voir du coup tous les matchs qu'il y aura demain donc ce soir pour nous et une pub pour WrestleMania 39 avec Becky Lynch en tout cas. Je me suis dit ouais, Becky Lynch. Ah ouais. Elle perd son match mais elle est quand même teasée pour WrestleMania 39. Voilà. Pourquoi pas. Et ensuite, du coup, on va commencer avec ce qu'on attend le plus, le dernier segment, le KO Show. Entrée de Kevin Owens qui va se faire huer comme jamais, mais pas très longtemps en fait. J'ai noté, il se fait huer comme jamais, mais en vrai, ça va pas durer très 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 longtemps. On laisse quand même parler Kevin Owens au Texas, donc voilà, je me suis dit quand même, le type qui trash, enfin qui est en train de cracher sur le Texas depuis des semaines et des semaines. Là, le Texas en soi n'est pas surremonté que ça envers Kevin Owens, quoi. C'était pas, ça le huait, mais tranquille, quoi, tu vois, genre, comme tu hues une personne qui est méchante. Voilà, c'était pas fou. Kevin Owens, du coup, va prendre le micro et va dire qu'il est désolé. Il est désolé d'avoir dit la vérité sur cet endroit pathétique qu'est le Texas. Euh, il dit aussi, je vais faire venir Stone Cold quand je veux, parce que c'est mon show, donc c'est moi qui vais décider. Il dit comme de quoi c'était le pire modèle, car c'était le sien, que Stone Cold du coup était le pire modèle que quelqu'un pourrait, enfin qu'une superstar ou qu'un enfant, je ne sais plus comment il le dit, pourrait avoir parce que bah, c'était le sien, c'était son modèle à lui, et que bah je sais pas, il s'en sort mal. Il n'aime pas avoir Stone Cold comme modèle, il paraîtrait. Il dit que Steve Austin a intérêt à le respecter, sinon Stunner et lui jette de la bière sur la gueule. Et à ce moment-là, Steve Austin du coup rentre, il va faire coucou à gauche, il va faire coucou à droite, puis il va rentrer. Ouais, il rentre. Il est juste venu faire coucou et puis il laisse Kevin Owens en fait faire son show tout seul. Mais non, évidemment, il part chercher un quad. Et donc il arrive avec un quad, il commence à faire le tour du ring. Puis lorsqu'il a fini ses tours, putain, il a tourné au dernier moment. J'ai cru qu'il allait shooter un producteur. Je me suis dit, wesh, enfin un producteur, un technicien.
Je me dis, ouais, pauvre technicien. Le type, il est à WrestleMania, il a failli se faire renverser par Steve Austin. J'ai eu peur, j'ai vachement eu peur à ce niveau-là. Mais bref, on a du coup Stone Cold qui arrive, qui commence à tout casser. Commence à retirer les pancartes, Kevin Owens Show, etc. Il commence à retirer tout pour aller fêter, etc. Bref, Kevin dit à Stone Cold de se calmer. Il lui dit assis-toi. Stone Cold il le regarde en mode wesh, quand ça tu me dis assis-toi? T'es un ouf toi. Tu me dis pas de m'asseoir, je suis pas ton chien. Tu me dis pas de m'asseoir. Du coup, Kevin Owens essaie de calmer le truc. Il dit écoute, calme-toi, viens, on s'assit, etc. Et donc pour finir, Kevin Owens du coup va s'asseoir et va dire bah voilà, assis-toi. Et donc Stone Cold va s'asseoir justement. Stone Cold qui va commencer à clasher Kevin avec le chant What en fond. Genre à chaque fois, désolé que tu sois, je sais pas quoi. Enfin, franchement, j'ai même pas noté tout ce qu'il a dit, mais il arrêtait pas de le clasher, de surenchérir, etc. sur Kevin Owens. Et à chaque fois, du coup, t'avais le public qui disait What? 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 C'était incroyable, c'était magnifique. J'ai noté le public, il est en symbiose avec. C'est magique, c'est vraiment magique. Puis j'ai mis Kevin dit à Stone Cold de changer de région, de quitter le Texas en fait. Parce que du coup Kevin bah, changé. Maintenant Kevin il a rien à voir. Enfin, il a aucun problème en fait avec Stone Cold. Il lui dit ouais je comprends pas pourquoi tu restes ici. Ils sont quoi le Texas? Franchement moi je serais Texan, je retirerais mon chapeau, je retirerais mes bottes et j'irais dans un autre pays. Pourquoi t'irais pas au Mexique? C'est pas loin le Mexique. Au Mexique c'est pareil, ils mettent des bottes et des chapeaux frérot. C'est pareil qu'au Texas au Mexique. Ouais, je j'ai pas compris. Bref. Puis du coup, il lui dit au fait, j'ai pas besoin de toi pour un KO show. J'aurais pu faire mon KO show tout seul. Mais en fait, si je t'ai amené, c'est parce que je t'ai piégé. En fait, je suis là pour me battre. Et donc, Kevin Owens défie Stone Cold Steve Austin pour un No Holds Barred match. J'ai eu peur, sa mère. Steve Austin, il va réfléchir pendant des heures et des heures. C'est pendant des longues minutes, vraiment, mais c'était très très long, vraiment. Et puis il va dire, si vous voulez que Stone Cold Steve Austin kick her, fait qu'il botte son cul, voilà, j'avais pas la traduction en anglais, en français quand j'ai noté. Si vous voulez que je lui botte les fesses, bah, donnez-moi un hell yeah, et donc tout le public évidemment en train de crier hell yeah, évidemment, et donc on est parti. Match entre Kevin Owens et Stone Cold Steve Austin après 19 ans sans avoir eu de match. Évidemment, c'est pas 19 ans sans avoir catché, parce que je me rappelle évidemment qu'il a déjà été mettre quelques stunners lors de quelques shows à Raw et tout, avec le retour des anciens, etc., les légendes et tout, tout dans le genre. Bref, non, il a déjà catché, mais pas dans un vrai match, pas dans un combat. Et donc, du coup, c'est parti. Le match commence. On a du coup Stone Cold qui prend le dessus. Qui met vraiment, il prend le dessus de fou. Et c'est ce que je me suis dit. En fait, quand j'ai fait mon pronostic, j'ai dit j'espère que ça va servir à quelque chose et que du coup, bah, Kevin Owens va en sortir grandi de ça. Lorsque j'ai vu le match commencer, je me suis dit ouh, faut pas que Kevin Owens gagne. Si Kevin Owens gagne, c'est terminé. Là, WrestleMania Moment, tout le monde va dire WrestleMania, c'est de la merde. Il faut vraiment que Steve Austin gagne le match parce qu'il y a pas moyen. Faites ce que vous voulez, overbooker si vous voulez, mais il n'y a aucun moyen que Kevin Owens en fait gagne le match. Genre vraiment. Et donc du coup, franchement, Stone Cold Steve Austin, il va gérer, il va s'ouvrir une bière, puis une deuxième, puis enfin, le match est lent. J'ai noté que le match était lent, mais faut comprendre. C'est normal. Et franchement, pendant tout ce match-là, en le regardant, j'avais peur. J'avais vraiment peur à chaque bump pour Steve Austin, en fait. Je me disais, frérot, quand même, tu vois, genre, pas trop envie qu'il se prenne un bump et qu'il finisse dans une blessure, tu vois. Surtout qu'en ce moment, c'est la mode de se blesser. Donc voilà. Ça va se battre dans le public. D'ailleurs, Kevin Owens va passer à travers une table. Ça va se battre du coup dans le public. Kevin Owens qui va porter une suplex à Stone Cold dans le public. Donc, j'ai peur, j'ai un peu peur quand même sur celui-là. J'ai noté, putain, le match est pas ouf, mais le public fait le match. Genre vraiment, je le disais tout à l'heure, enfin au tout début, vraiment le public peut te faire un match. Et là, franchement, ils ont fait le match, vraiment. C'est grâce à eux que le match a été super intéressant. Sinon, le match vraiment aurait servi à rien du tout. Ça aurait pas été ouf. Mais là, le match était vraiment incroyable juste parce que le public était à fond dedans. Genre vraiment. Euh, Ensuite, du coup, il y a Keho qui arrive. Il n'arrive pas à démarrer le quad. Ah oui, il va monter sur le quad et il va pas réussir à le démarrer. Du coup, Stone Cold va arriver, il va lui porter un coup. Il va démarrer le quad et je sais pas comment il va faire, Roya.
il va le garder sur lui, enfin il va le bloquer entre le guidon et son corps sur le quad et ils vont remonter la rampe du coup en quad. Ils vont s'arrêter là, enfin voilà, ils vont se battre un peu au niveau de là-bas là. J'ai mis Austin ne boit pas vraiment 3 bières, mais voilà. Ah oui, non, lorsqu'il re-rentre après sur le ring, oui, il re-rentre sur le ring, il y a Austin qui demande 3 bières, il boit pas vraiment, genre il fait glou 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 glou. Déjà, il y a la moitié qui sort, comme toujours, c'est Steve Austin, hein, on a l'habitude. Mais en plus de ça, bah, il va recracher en fait, il va pas avaler du tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis il boit pas vraiment. C'est pour ça. Ensuite, KO va porter un stunner et Steve Austin va se dégager. KO veut porter un coup de chaise. C'est vrai, il va chercher une chaise. Il veut porter un coup de chaise. J'ai peur pour ce bump quand même. Il veut mettre le coup de chaise, sauf que il frappe sur la troisième corde du ring et la chaise va revenir pas dans sa gueule. Je pensais que les coups de chaise dans la tête, ça se faisait plus. Parce que bail commotion cérébrale, etc. Frérot, j'ai peur quand même. J'ai quand même eu peur. J'espère que Kevin Owens va bien, mais ça m'a fait peur. Genre, pas de coup de chaise dans la tête. Arrêtez de avec vos conneries là. Bref, ensuite, du coup, il va y avoir Stunner de Stone Cold Steve Austin et 1, 2, 3, évidemment. Steve Austin bat Kevin Owens. Et dans l'aftermatch, du coup, on a Stunner encore une fois sur Kevin Owens. Deux shérifs qui arrivent, qui embarquent KO, je ne sais pas pour quelle raison. Ils l'embarquent. Voilà. Allez, hop, on va aller au poste de police pour aucune raison, mais on va aller au poste de police. Ça célèbre, ça boit, il invite Baron Saxton à venir. Stunner sur Byron Saxton, évidemment. Et c'est comme ça que se termine WrestleMania Nuit 1. Ça s'est bien terminé. J'ai pas donné de note pour ce match, mais de toute façon, enfin, ça sera une note pathétique en soi, puisque c'est le match. Enfin, c'est le public qui a fait le match. C'était pas vraiment un match de ouf entre les deux personnes. Euh, voilà. On s'attendait à rien, de toute façon. On a été content de voir Steve Austin sur le ring. Et c'est tout ce qu'il fallait retenir. Bref. C'était du coup le récap de WrestleMania 38 nuit 1. J'espère que j'aurai la force de vous faire du coup le récap de la nuit 2 pour demain. J'ai peur. J'ai peur de ne pas avoir la force parce que je suis fatigué. Franchement, je n'en peux plus. Mais voilà, j'espère que j'aurai le temps et que j'aurai la force de vous le faire. J'espère que je vais pas tomber malade parce que je me sens. Enfin, je vous l'avais dit dans le pronostic, mais je commence à avoir un petit mal de gorge. Donc voilà, j'espère que je vais pas être malade et que je vais pas me réveiller demain. Enfin, demain, genre ce soir, je vais pas me réveiller avec un mal de gorge et impossible de parler parce que sinon, je pourrais pas vous faire le récap de ce qui s'est passé en nuit 2. Voilà. Bref, sur ce, j'espère que bah, je vous ai mis à jour sur la nuit 1 si vous n'avez pas vu la nuit 1 et que vous attendez juste la nuit 2. J'espère que vous allez passer une bonne nuit 2 si vous êtes intéressé par la nuit 2. Et si vous n'êtes pas intéressé, j'espère potentiellement que demain je vous sors du coup l'épisode récap de la nuit 2. De toute façon, il y a quand même des épisodes de 2K qui continuent tous les jours, évidemment. C'est pas parce que je sors une vidéo ici que, enfin une vidéo récap, etc., que bah, du coup il n'y a pas de vidéo 2K dans la journée. Si, je sors 2 vidéos par jour maintenant, c'est un truc de fou. D'abord, je sortais une vidéo tous les mois, maintenant je sors 2 vidéos par jour. Ça n'a aucun sens. Bref, sur ce, like si t'as kiffé, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et puis sur ce, ciao mon ref.